Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Jessie James et elle est venue parler du boudoir des sorcières. C'est une interview que nous avons fait au Quai 10 à Charleroi. C'est un endroit vraiment que je vous suggère. Alors, vous ne connaissez pas cet univers de sorcières du 21e siècle, eh bien, grâce à Jessie James, vous allez le découvrir. Alors, vous entendrez dans l'interview qu'il y a un peu de bruit derrière, c'est normal. Il y avait les avocats de Liège qui étaient réunis pour un grand repas, mais ce n'est pas grave puisque vous le savez, le principe du podcast, c'est bien sûr d'être en direct et non pas dans un studio feutré. Et donc, nous allons dans plein d'endroits. Et la première question que j'ai posée à Jessie, c'est de savoir d'où vient cette idée du boudoir des sorcières. Tout d'abord, je voulais apprendre justement, en savoir un peu plus sur les pratiques des sorcières. Et donc, l'idée, c'était de convoquer des personnes qui pouvaient me former. Et puis après, je me suis dit, je vais l'offrir au reste du monde aussi, on va partager ça ensemble. Donc, l'envie d'apprendre. Et l'inspiration derrière un tel événement, elle est venue comment ? Je suis artiste à la base, donc j'ai toujours été très très créative et voilà, c'est l'expression de tout ce que j'aime, de tout ce qui m'intéresse et rassemblé en un seul endroit. Il y a déjà eu 2 événements. Est-ce qu'on sent quand même une évolution par rapport au premier boudoir des sorcières ? En fait, il y a eu 8 événements déjà. Ça fait 2 ans qu'on organise des événements. Et l'évolution entre la première et la 8e est absolument incroyable parce qu'on sent vraiment qu'on intéresse de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde qui nous rejoignent de fait. Je crois que la première édition, on a eu 350 visiteurs. Et puis l'avant-dernière, ça a été notre plus grosse édition. Il y avait 2300 personnes sur tout un week-end. Donc c'est quand même incroyable. Et puis oui, ça se développe énormément. Vous allez peut-être nous donner un petit peu le programme. C'est quoi le boudoir des sorcières et quelles sont les choses que le public peut venir voir parce que c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est ouvert à tout public, jeunes, plus âgés, hommes, femmes, c'est très inclusif. Alors, à la base, la première impulsion qu'on a donnée au boudoir des sorcières, c'était sous forme de salon. Donc, le principe d'un salon, donc c'était un marché, en fait, un marché couvert où il y avait des artisans, des sorcières. On a aussi tout un programme d'ateliers qui se donne pendant le week-end, et puis un bar, voilà, des petites zones de rassemblement. Ici, on est en train de se développer, donc on n'a plus envie de se résumer à un salon ni à un événement. On a un nouvel événement ici qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle la Sorcière Academy. C'est le principe d'une retraite, donc c'est un séjour immersif de 2 nuits et 3 jours au cœur d'un château et c'est un peu à la façon Poudlard, donc il y a tout un programme de cours en fait de magie et puis on est en train de développer aussi tout un mouvement en parallèle, donc on n'est plus seulement des événements, on est en train de développer tout ça. Et la Sorcière Academy, là c'est uniquement pour les sorcières, c'est pas grand public en fait. C'est très différent en fait parce qu'on sait accueillir moins de personnes forcément puisque voilà on a un certain nombre de couchettes on va dire mais c'est initiatique donc c'est vraiment tout le monde peut venir, même les hommes, on est ouvert aux hommes. Ce sont tous des cours justement qui initient en fait. Après on s'adapte au public parce qu'on aura forcément des sorcières
expérimenté, on va dire. Donc voilà, en fonction de tout ça, nos intervenantes s'adapteront. Mais l'idée, en fait, l'idée principale de ce séjour, c'est surtout de célébrer le sabbat de cette période. Donc c'est le sabbat de Samhain qui correspond à Halloween. Donc voilà, c'est surtout un rassemblement pour célébrer ça ensemble et voilà, autour d'ateliers, de ce genre ce type d'activité. Quand vous parlez de célébrer, on a souvent l'image de sorcières autour d'un feu qui dansent. Est-ce que c'est ça une célébration ou bien on est un peu dans le faux là? En fait, c'est un peu ça, mais moins ténébreux, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a l'héritage de la pop culture, donc forcément toute la fantaisie qu'il y a autour du monde de la sorcière. Le cinéma s'en est emparé, dans les romans de tout ce qu'on peut lire, voir. Malheureusement, les sorcières ont toujours été effrayantes, mais effectivement, on peut danser autour d'un feu, ça c'est vrai, mais c'est une célébration comme une autre, et voilà, c'est un folklore en fait, donc oui, il y a ce côté un peu primitif par moment, parce qu'on s'inspire de pratiques ancestrales qu'on remet à l'ordre du jour, en tout cas chez nous. Donc il y a un peu de tout, ça peut se réduire simplement à se rassembler dans une cuisine, à se faire du thé et à brûler un peu de sauge et à poser des intentions dans un carnet tout ensemble. Ça peut se résumer à ça, ça dépend les envies, l'expérience, voilà. Vous parlez de la sauge, c'est un peu la plante des sorcières, ça, non? Je ne sais pas si c'est la plante des sorcières, mais c'est vrai que c'est la plus populaire, on va dire. Parce que voilà, après il y a des écoles différentes sur le sujet, mais c'est l'outil le plus quotidien, un des outils les plus quotidiens. En fait, c'est simplement le principe de la fumication. Donc l'idée, c'est par la fumée, on purifie son espace avec les intentions qu'on lui donne, ou on se protège aussi. Voilà, il n'y a pas que la sauge, évidemment, il y a un tas d'autres outils qu'on peut utiliser au quotidien. Mais c'est vrai que la sauge est très connue. Elle est plus populaire, je pense. Alors, le sabbat de Lune Yasad est un moment important pour vous, les sorcières. Est-ce qu'il est aussi célébré au sein du boudoir des sorcières? On essaye de célébrer un maximum de sabbats. En fait, il y en a 8 dans la roue de l'année. Donc, ça correspond au calendrier Wiccan. Ils sont tous importants à leur façon. Pour des raisons logistiques, au départ, on n'en célébrait que 4 par an. Donc, c'est les sabbats, ce sont les sabbats mineurs qu'on célébrait qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. Lunasa est un sabbat majeur. Voilà, donc on va dire que c'est un sabbat d'intersaison, pour vulgariser ça. Ils sont tous importants à leur façon, mais on l'a célébré pour la première fois cette année. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements festifs de la communauté des sorcières, d'autres sabbats importants? En fait, il y a 8 sabbats, ils sont tous importants, c'est ça votre question? Le sabbat le plus important, je pense, les sorcières qui écouteront ce podcast vont sûrement sourire à ça. La saison des sorcières, c'est l'automne, et donc le sabbat de Samhain est le premier sabbat qu'on célèbre, c'est un peu le nouvel an des sorcières, donc on va dire que c'est le sabbat le plus célébré, je pense. Est-ce que vous invitez, quand vous le célébrez, des amis pour leur expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, on essaie d'expliquer toujours à quoi ça correspond, parce qu'il y a une symbolique pour chaque sabbat, il y a des pratiques précises pour chaque sabbat. Mais ce qui est facile avec le sabbat de Samhain, c'est que ça correspond à Halloween, même si voilà, ça a été... Halloween est très fantasy et s'éloigne un petit peu, beaucoup même, des principes de Samhain, mais il y a quand même une grande ligne conductrice qui est la même finalement, et puis c'est une fête en fait, c'est une fête comme une autre. Comment est-ce que vous percevez l'intérêt croissant pour la sorcellerie moderne en Belgique et dans le monde? Je pense que ça a commencé vraiment, ce boom, ça a commencé avec le confinement où tout le monde a été un petit peu contraint de se poser des questions différentes sur sa manière de voir la vie, de vivre la vie en fait. Et donc je pense qu'il y a eu un intérêt pour la spiritualité en général. Je dirais que il y a eu vraiment ces questions qui se sont posées sur le cycle naturel des choses en fait. Il y a eu vraiment un questionnement général, et puis il y a eu beaucoup, grâce aux réseaux sociaux, ce sujet a été très diffusé. Beaucoup de personnes s'en sont emparées, se sont renseignées, et je pense que c'est juste la recherche d'une alternative à ce moment-là qui a fait que tout le mouvement sorcière, toute la pensée sorcière, les pratiques sorcières sont sortis de l'ombre, et je pense que c'était le meilleur moment pour que ça arrive.
Alors la grosse question de cette interview, une sorcière, c'est quoi exactement? Et il faut que je dise aux auditeurs, parce qu'ils ne vous voient pas, vous ne ressemblez absolument pas à l'image des sorcières qu'on se fait. Alors j'imagine que l'image des sorcières qu'on se fait, c'est le nez crochu, le poro et la peau fripée peut-être. Et je ne suis pas venue en balai, j'aurais pu. Hein. Alors ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois et je réponds toujours la même chose, c'est il y a une définition pour chaque sorcière. Parce qu'il y a énormément de façons en fait, de s'identifier à une sorcière. Je suis confrontée tous les jours à cette question finalement parce que voilà, j'ai ma propre vision de la sorcière. Pour moi, une sorcière est une femme qui a conscience de ses talents, ses dons, sa sensibilité et qui partage en fait ses savoirs, qui veut apprendre. Voilà, c'est le principe de la sorcière. C'est juste pour moi une femme qui a conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle incarne. Ça, c'est ma définition. Après, il y en a des différentes. Il y a des sorcières qui sont héritières en fait vraiment de femmes qui ont été exécutées, brûlées au XVIe et XVIIe siècle. Donc il y a ce côté génétique. Puis il y a des sorcières qui doivent passer par des initiations, tout un protocole pour être initiées aux pratiques. Voilà, il y a différentes définitions. Nous, ce qu'on aime dire, c'est que si quelqu'un se présente en se revendiquant sorcière, alors elle est une sorcière à sa façon, et peu importe la manière dont elle est devenue, peu importe comment elle s'identifie. Voilà, je n'ai pas la réponse en fait. Et quand vous dites aux gens autour de vous, je suis une sorcière, quelle est leur réaction? Eh bien, c'est marrant comme question parce que peu importe où je vais, les personnes qui me connaissent m'appellent la sorcière. Mais c'est mignon parce que vraiment ce côté, c'est bienveillant. C'est plutôt bien reçu. Il y a beaucoup de surpris quand voilà, je suis confrontée à des personnes qui ne me connaissent pas et que j'en parle. Ils sont surpris, ils ont beaucoup de questions, ils sont très curieux, ils sont très étonnés par mon apparence parce que voilà, je décris mon apparence là aujourd'hui. J'ai un jeans, du rouge à lèvres, voilà, je suis très voilà. Je ne suis pas forcément habillée en noir, bien que ça m'arrive. Donc c'est vrai que visuellement, je porte pas spécifiquement l'esthétique de sorcière, même si vous regardez bien, il y a quelques indices, un bijou, voilà, un petit trait par-ci par-là. Mais souvent, on suscite beaucoup d'intérêt, en fait, dans le sens où les gens ont plein de questions. Parce qu'en fait, il y a ce côté très imaginaire de la sorcière, donc voilà, qui sont dans les films, en fait. Et puis là, une personne dans la vie réelle se présente en étant sorcière, c'est surprenant. C'est dans les mouvements écologistes et féministes que la figure de la sorcière connaît un renouveau. Est-ce que cela se vérifie aussi en Belgique? Complètement, mais je pense que tous les groupes de sorcières, même s'ils sont privés et petits ou publics et grands, ce qu'on est, il y a toujours un caractère féministe, écologiste. Il y a toujours ce mouvement-là parce que c'est les principes, les valeurs partagées par toutes les sorcières. Et dans ce cas-ci, peu importe la définition qu'on s'en fait, ce sont des valeurs partagées. Donc forcément, il y a toujours cette question de la place de la femme, les valeurs de la femme, sa manière de consommer, de créer, voilà. Donc forcément, même si la question est développée ou en background, c'est toujours présent. On parle de sorcières, est-ce qu'il y a des sorciers aussi? Il y a des sorciers aussi. Justement, c'est un sujet que je suis en train de débattre avec notre communauté pour le moment sur les réseaux sociaux. On en parle énormément, j'adore avoir leur retour. On a cette question de... nous, en fait, on aime appeler les hommes qui viennent sur nos événements, qui participent à nos mouvements, on les appelle les hommes sorcières. On est dans un débat pour le moment, parce qu'il y a des hommes qui ne s'identifient pas au terme sorcière, qu'on aimerait neutre, en fait, au même titre qu'on définit l'homme pour tout être humain sur Terre. Donc voilà, quand on parle de l'homme sur Terre, on parle aussi des femmes, finalement, c'est un mot qui est devenu générique, et on adorerait pouvoir... transformer le mot sorcière en mot neutre et générique. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je l'entends et c'est très très bien qu'on en parle. Mais il y a des sorciers, et d'ailleurs on travaille avec des sorciers, des mages, voilà. Il y a plusieurs terminologies en fait, selon ses pratiques et ses croyances. Mais oui, évidemment, il y a des sorciers. Il y a des sorciers chez nous, il y a des sorciers au boudoir des sorcières. Quel est votre parcours avant d'organiser ce boudoir? Vous faisiez quoi?
vous étiez déjà sorcière ou bien c'est le boudoir qui vous a un petit peu initié? On m'a toujours appelée la sorcière parce que après je dis qu'aujourd'hui je suis en jeans, mais c'est vrai que régulièrement j'aime porter du noir et voilà, j'ai un rouge à lèvres très foncé, voilà, ça arrive souvent. Donc on m'a toujours appelée la sorcière. Je suis aussi initiée à certaines pratiques. Je tire les cartes, le tarot qui m'a été transmis par ma maman. Après on tire pas le même tarot, mais soit. Donc j'ai toujours eu cet intérêt pour la sorcière, déjà parce que elle me fascinait. Je me sentais sorcière sans spécifiquement le revendiquer. Moi j'ai un parcours, voilà, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans le milieu artistique, j'ai musicienne, comédienne, donc voilà, j'ai un univers très éclectique, donc j'ai un imaginaire extra développé, et donc en fait naturellement je me suis dirigée vers, en fait j'ai réalisé mon ikigai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique japonaise, l'idée c'est de connaître tous ses talents, enfin voilà, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que c'est, voilà, son ikigai en fait ça rassemble tous ses talents, ce qu'on veut apporter au monde, ce qu'on veut s'apporter pour soi, et simplement le boudoir des sorcières était le résultat de tout ce que je connaissais, de tout ce que je voulais créer. Et c'est une combinaison de tous mes outils, on va dire. Et pour moi, c'était la consécration, la finalité logique de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, la spiritualité et la sorcellerie semblent avoir une forme de connexion, et également son propre pouvoir intérieur. Comment est-ce que vous avez intégré ces éléments dans votre vie personnelle? Très bonne question. De manière générale, moi j'ai aussi été coach de vie, donc j'ai étudié énormément le développement personnel. D'ailleurs, mon intérêt premier pour cet univers, ça a été initié avec la lecture du livre Le secret de Rhonda Byrne. Donc j'étais d'abord intéressée par le développement personnel, ce qui m'a amenée à la spiritualité, ce qui m'a amenée aux pratiques de sorcière. Voilà, ça c'est un peu le trajet, la route que j'ai prise. Et en fait, pour moi, selon moi, j'ai étudié en tout cas tous ces sujets-là avec passion, et j'ai rencontré énormément de corrélations dans toutes ces philosophies, parce que finalement c'est ce que c'est une philosophie. En fait, c'est la même chose, expliquée différemment, avec des croyances différentes, un petit peu comme... Voilà, je ne vais pas trop m'avancer sur ce sujet, mais un peu comme les religions, les fondements sont les mêmes, les principes sont les mêmes, c'est juste qu'ils sont manifestés différemment, exprimés différemment, mais fondamentalement, la spiritualité, la sorcellerie, c'est la même chose. On arrive au même résultat, pour moi, avec une esthétique et un vocabulaire différent. Et comment est-ce qu'on devient sorcière? Est-ce qu'il faut chercher des bouquins dans une bibliothèque, chercher sur Internet, venir au boudoir des sorcières et discuter avec d'autres sorcières? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? J'adore cette question parce qu'on ne me l'a jamais posée, et je vais y réfléchir très sérieusement. Comment devient-on sorcière? Encore une fois, il y a plusieurs écoles, donc je vais donner ma propre définition. La façon dont je vois les choses, c'est que une sorcière... Comment devient-on sorcière? C'est compliqué, hein, parce que justement il y a des covens en fait qui demandent d'avoir un parcours initiatique, donc de passer par certaines étapes pour obtenir le titre, on va dire, de sorcière. Après, je pense que c'est pas la seule forme qui existe. On peut simplement déjà... La première chose à faire, c'est évidemment s'intéresser, étudier, partager, comme vous l'avez dit. L'idée, c'est d'apprendre en fait à connaître les outils en fait qui nous permettent de réaliser certaines pratiques, des intentions. En fait, c'est l'étude, le partage de savoir. La sorcière est intéressée par le savoir, connaître, la connaissance du monde, la connaissance des énergies. Donc oui, je pense que ça passe par le savoir, et on n'en finit jamais d'apprendre et d'échanger des choses. Donc encore une fois, j'ai pas vraiment de réponse. Comment devient-on sorcière? Je ne sais pas, mais il y a quand même un chemin d'étude en fait, qui est très important, je pense. Pour les non-initiés, vous avez utilisé le terme coven, c'est quoi? Le coven, c'est un rassemblement de sorcières, donc voilà, il y a des connotations différentes, mais la première définition, c'est un rassemblement. Donc un coven, c'est un groupe fermé en fait, de femmes qui se rassemblent pour débattre de certains sujets, pour célébrer ensemble. Voilà, il y a des codes différents pour chaque coven. Il y a des covens officiels, non officiels. J'aime bien dire que le boudoir des sorcières, c'est un coven non officiel. Mais voilà, il y a des connotations un peu sombres aussi autour de ce terme, donc on ne l'utilise pas trop. Mais simplement, au départ, c'est un rassemblement. Donc c'est une plus petite communauté ou une plus grande de sorcières. Quel défi vous avez rencontré en organisant ce boudoir des sorcières? Trop grand nombre.
Le premier défi, ça a été déjà d'oser se montrer, de sortir de l'ombre soi-même, parce qu'il y a des avis différents sur la question de la sorcière. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Finalement, ça s'est bien passé. Et puis le deuxième grand obstacle qu'on a rencontré, c'est comment convaincre les sorcières de sortir de leur chaumière, on va dire ça comme ça. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont venues à ma rencontre en me disant comment t'as osé. Mais en étant reconnaissante parce que, encore aujourd'hui d'ailleurs on me le dit régulièrement, merci de nous laisser un espace où on peut se montrer tel que l'on est. Et il y en a encore qui n'osent pas venir. On reçoit des messages parfois qui nous disent voilà, j'adore ce que vous faites mais j'ose pas venir, j'ai peur du regard des autres, le jugement de mes amis, de ma famille. Voilà, donc ça c'est un obstacle qu'on aura en permanence, c'est comment convaincre les personnes de s'assumer telles qu'elles sont sans avoir peur d'être jugées ou maltraitées aussi. Voilà, ça c'était un des grands obstacles. Et puis on en a d'autres au quotidien et je pense que ça n'en finira jamais. C'est justement, il y a des écoles différentes en fait au sein des sorcières. Il y a une chasse aux sorcières entre les sorcières. Et ça c'est le plus compliqué parce qu'il faut apprendre à mettre son ego de côté, ce que j'ai appris à faire dans toute la création de ce projet, dans toute cette initiative. Comment faire en sorte que les femmes qui s'identifient de manière différente à la sorcellerie puissent quand même trouver un terrain d'entente, un espace de communication. C'est compliqué parce qu'il y a des conflits à l'intérieur même de cette communauté. Et ça, c'est je pense, qui me touche le plus parce que c'est pas l'idée du boudoir des sorcières. On est vraiment dans un cadre de bienveillance, de partage, de compréhension. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses et malgré tout pouvoir communiquer et partager un moment ensemble. C'est ce qu'on veut créer en fait au sein de nos événements. Et je me rends compte que c'est pas aussi simple et on énerve pas mal de personnes. Mais c'est pas grave, j'ai espoir qu'un jour ça change et je ne lâcherai pas. Et lorsque les personnes qui sont du grand public ont appris l'existence de ce boudoir, est-ce que c'est accepté facilement? Est-ce que ça a été compris? Ou bien vous avez quand même dû faire beaucoup de travail d'explication? On explique toujours de plus en plus, mais je pense que ça a été relativement bien reçu puisqu'on attire de plus en plus de monde et tout le monde ne pratique pas. Tout le monde ne connaît pas cet univers. Justement, l'idée c'était de vulgariser cet univers, de montrer ce qui s'y passait réellement. Donc on a tout un public qui n'est pas initié, mais qui participe à nos événements, qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que voilà, ils trouvent ça simplement intéressant ou fantaisiste. Mais ça a été, c'est relativement bien reçu par le grand public parce que une fois qu'ils s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait, qu'ils se présentent ou pas sur nos événements, ils se rendent vite compte qu'en fait c'est juste un marché pour l'instant à travers les salons. C'est un marché comme un autre. Il y a un bar, on s'est mangé un petit bout, c'est un événement comme un autre où on célèbre, il y a de la musique, enfin voilà, on s'amuse entre nous. Et en fait, il y a des personnes, j'ai des amis qui viennent à chaque événement, qui sont pas du tout dans cet univers-là, qui n'y croient pas spécifiquement, mais qui viennent à chaque fois parce qu'il y a une ambiance incroyable. On est là aussi à le prétexte de venir se voir, se revoir tous les X temps, boire un verre ensemble, passer un moment ensemble simplement. Et ça, c'est aussi bien reçu, quoi. Quels sont vos projets d'avenir pour le boudoir des sorcières? J'ai de grands projets pour le boudoir des sorcières. On a des projets à court terme, moyen terme et long terme. Mais sur le long terme, parce que c'est l'objectif qu'on essaye d'atteindre, et je sais que ça prendra des années avant de se mettre en place, mais l'idée c'est d'avoir un boudoir des sorcières permanent, qui soit un lieu fixe. Donc l'idéal ce serait un manoir dans une forêt, j'adorerais ça. Enfin voilà, ça je plaisante évidemment, ce serait un grand rêve. Mais l'idée c'est d'avoir un endroit, un QG en fait, un QG de rassemblement pour les sorcières, un genre de centre culturel dédié à cet univers, une maison en fait, un foyer pour toutes les sorcières et pour tout le public aussi qui s'intéresserait de près ou de loin à cet univers. Mais l'idée c'est de pouvoir avoir un endroit fixe pour mettre en place un tas de choses en fait, un accompagnement permanent, des activités permanentes. Ça c'est le grand objectif. Et puis on adorerait aussi que ce ne soit plus appréhendé, en fait, que la sorcière ne soit plus appréhendée, qu'il n'y ait plus ces fausses croyances autour de la sorcière et qu'on parvienne à diviser sans l'effacer l'univers fantasy et pop culture, mais laisser une place à la sorcellerie sérieuse, j'ai envie de dire. Et une dernière question, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la sorcellerie moderne en Belgique avec entre autres les réseaux sociaux et l'attrait des jeunes, de la jeune génération vers ce type de spiritualité? C'est complexe.
Je pense que ça prend de plus en plus de place parce que le public est de plus en plus grand et je me rends compte que même dans les programmes télé, radio, même dans les bibliothèques, il y a de plus en plus de documentation en fait, et donc je pense que ça prend, il y a un réel intérêt en fait pour cet univers et qu'il y a de plus en plus de femmes qui se rendent compte qu'elles sont pas seules dans leurs croyances et que ça a une forme, que ça se manifeste sous forme de choses concrètes, parce que souvent les femmes elles ont des talents, des ressentis, elles savent pas l'expliquer. Là, il y a de la documentation de plus en plus, c'est de plus en plus présenté de manière différente et c'est génial. Donc elles sont informées sur tout ce qui se passe avec des définitions claires, des explications claires. Et donc je pense que ça va se répandre de plus en plus sur le long terme. Aussi à travers les réseaux sociaux, voilà, toutes les sorcières sortent de l'ombre d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça va devenir une, j'ai pas envie de dire religion parce que voilà, c'est pas vraiment le terme. Ça va devenir une croyance au même titre que les autres. Bien sûr, je pense pas qu'il y aura autant, la communauté sera peut-être pas aussi grande et c'est très bien comme ça, mais je crois que déjà depuis ces 2-3 dernières années, ça a pris une ampleur incroyable. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Jessie, de nous avoir parlé de ce boudoir des sorcières. J'espère que vous serez très nombreux, bien sûr. Allez le visiter. N'hésitez pas à visiter le site internet le boudoir des sorcières avec s tout en un mot.com. C'est à vous à jouer maintenant, vous qui êtes auditeur de ce podcast. N'oubliez pas de le liker si vous l'avez apprécié, de laisser un commentaire et surtout de le partager auprès de tous vos amis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette plateforme de podcast des interviews d'Eric Cooper. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication prochaine des podcasts. Merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et je vous dis bye bye.